Et je me souviens, j'ai failli craquer, je me suis posé, j'ai dit j'en ai marre, je me suis posé, je me suis assis sur mon sac, et j'ai dit ouais c'est bon, moi là j'arrête. Donc on apprend voilà certaines techniques clandestines comme faisait la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, où sur des rendez-vous clandestins on va apprendre à quelqu'un dans les toilettes d'un café public par exemple à utiliser et à démonter une arme sans pouvoir échanger un seul mot puisque la personne ne parle pas la même langue que vous. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Un nouvel épisode avec un nouvel invité. Qui est cet invité? C'est Olivier Fento. Olivier, vous allez voir, une fois de plus, c'est encore un parcours unique, une personne unique, un regard unique, des expériences. Donc quelqu'un qui, là aussi, va connaître une aventure qui est en fait le résultat d'un accident. Il rentre dans la marine, ça se passe pas vraiment comme prévu. Et puis il va se retrouver au service action, et puis il va se retrouver à prendre son envol sur d'autres choses, à vivre des aventures en Asie, en Afrique, des fois un peu comme vous pourriez vous y attendre, et des fois, à mon avis, qui vont vous surprendre également. Et ça nous ramène après en France, quelques années plus tard, où il va occuper des fonctions dans un grand club de sport. Et puis aujourd'hui, il est encore directeur des opérations d'une belle société qui fait de la sécurité et de la gestion de crise. Donc je vous laisse découvrir ce personnage unique qui a une fois encore un regard très particulier sur les choses, qui a un côté technicien et aussi une hauteur de vue, cette hauteur de vue qu'on rencontre lorsque les gens ont un parcours, qu'ils ont appris, qu'ils avaient cette intelligence et qui a été alimenté par cette expérience et qui leur a apporté ce recul par rapport aux choses et une certaine hauteur de vue. Donc j'ai beaucoup apprécié cette interview, cet échange avec Olivier. J'espère que vous aurez du plaisir à nous écouter. Le son n'est pas formidable, il a quelques petites variations. Bon, on est dans le problème technique qu'on résout petit à petit. Et puis voilà, donc c'est aussi un podcast un petit peu artisanal. Voilà, merci pour votre écoute et à très très bientôt. Olivier Fento, donc je suis né en Anjou en 1967. J'ai fait des études à Angers et puis après le bac, je me suis engagé directement dans la marine. Donc dans un premier temps au centre d'instruction navale de Carqueville où j'ai fait 2 mois de classe et ensuite j'ai rejoint l'école des fusiliers marins à Lorient en mai 87. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a attiré en fait à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu fais ce pas vers la marine? Il y a plusieurs raisons. La première, j'ai toujours été attiré par les voyages, l'aventure, la vie à l'extérieur, donc je voulais faire un métier qui bouge. Et puis à partir de la 3e, j'ai commencé à beaucoup lire les Lartegui, comme un petit peu comme tout le monde, et j'ai découvert un livre qui s'appelle Corsaire en mer et vert de René Baille, et ça m'a vraiment donné envie, et je me suis dit c'est ça que je veux faire, je vais être commando marine. Après j'ai lu Le Quintal de Pierre Pillan, et qui m'a renforcé dans cette idée, et j'ai décidé à ce moment-là après le bac de m'engager dans la marine. Donc t'as ton bac en poche, tu t'engages dans la marine. C'est d'abord le service militaire en fait, ou c'est directement l'engagement? Non, c'est directement l'engagement. En fait, avant de partir, j'ai rencontré un camarade dans le même club de boxe française à Angers, et donc on s'est engagé ensemble en mars 87, Stéphane Le Bihan pour pas le nommer, et donc on a décidé de partir directement, de s'engager comme matelot directement. Et donc moi je suis parti et malheureusement à mon arrivée à Lorient, on a découvert que j'avais une perforation au tympan, donc j'ai dû stopper la formation fusillée au milieu pour me faire opérer, et j'ai fait un rejet de greffe, ce qui fait que donc j'ai été déclassé, je ne pouvais plus
à effectuer la spécialité de fusilier marin. J'ai été envoyé au Val-de-Grâce à Paris pour être opéré à nouveau. Et à ce moment-là, on m'a dit que comme je ne pouvais plus être fusilier marin, je devais choisir une autre spécialité pour pouvoir rester dans la marine. Mais moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était d'être fusilier commando. Je m'étais engagé pour être fusilier commando. Donc, j'avais la chance, dans mon malheur, d'être opéré avant mes 6 mois de service, ce qui fait que j'ai pu casser mon contrat et donc terminer mon séjour dans la marine comme appelé du contingent. C'était mon service national que j'ai terminé au centre commandant Millet à Paris, puisque j'étais suivi au Val-de-Grâce et donc en mars 88, je suis retourné à la vie civile. De nouvelles envies, Oui, de nouvelles envies. Donc la marine, c'était fini. Moi, ce qui m'intéressait en plus des commandos marines, c'était de pouvoir aller au stage nageur. Et donc le fait d'avoir été opéré et donc de me trouver sur un CIGECOP O2 m'empêchait de pouvoir prétendre au stage nageur. Donc j'ai comme petite parenthèse, le CIGECOP, c'est l'acronyme qui représente l'état finalement des personnes, l'état physique des personnes et psychologique. Et donc là, tu avais perdu l'aptitude pour faire ce que tu voulais, quoi. Tout à fait. Donc j'ai été classé temporairement au 4, ce qui fait que j'étais inapte au tir et au saut en parachute et encore plus à la plongée sous-marine. Donc voilà, j'ai commencé à étudier ce que je pouvais faire et lors de mon passage à Lorient, j'avais rencontré un camarade qui entre-temps avait quitté la marine, lui faisait juste son service et s'était engagé au 11e choc qui était basé à Quellerne à l'époque. Donc j'ai attendu d'être à nouveau apte TAP. Donc c'est arrivé courant 89 et donc j'ai déposé un dossier d'engagement pour l'armée de terre au titre du 11e choc basé à Quellerne. Et en fait, quand je me suis engagé en 90, quand j'ai été retenu en 90, le régiment avait déménagé et était basé à Margival dans l'Aisne à 12 km de Soissons. Donc le 11e choc, là, c'est une unité du service action, quoi. Absolument. Donc c'est le bras armé de la DGSE. Donc c'est une unité qui dépend directement du service action. Il y a 3 centres actuellement. Enfin à l'époque déjà il y avait déjà 3 centres, un à Sercotte près d'Orléans, donc les nageurs de combat à Quellerne, et puis ce qui va devenir aujourd'hui le CPIS, qui s'appelait à l'époque le CEGS, le centre d'entraînement à la gare spéciale, qui était basé à Margival. Tu rentres là, tu réussis, et j'imagine qu'il y a une batterie de tests, là pareil. Oui, tout à fait. Donc je dépose un dossier d'engagement dans un CIRFA comme tout le monde le faisait à l'époque. Donc je suis retenu et je vais passer des tests spécifiques à Paris. On a 2 jours de tests spécifiques à Paris. Et puis ensuite, comme je suis retenu, début février, j'embarque pour le coup à Margival pour une année de formation qui me permettra d'être breveté à MCS, donc moniteur de combat spécialisé en décembre 90 et donc d'intégrer un des 3 commandos opérationnels de l'époque. Donc c'est une formation qui dure 1 an, donc qui est super exigeante, qui est très sélective aussi. Oui, tout à fait. On retrouve un petit peu ce qui se fait dans les commandos marines avec 5 mois d'évaluation et puis ensuite 6 mois de formation spécifique aux activités et aux opérations clandestines. Donc là, tu fais tout ce parcours de sélection, formation. T'es affecté donc dans un commando et à ce moment-là, t'as quoi comme grade, par exemple? Donc moi, comme j'ai fait mon service militaire, je suis repris comme première classe et je suis nommé caporal en début 91, juste après mes formations. Et en parlant de sélectif, juste pour information, donc nous on a commencé la formation à 34 et on a été 6 brevetés au bout d'1 an. Ah oui. Oui, il y a une très grosse sélection. Il y a des formations qui ont terminé à 4 et il y a une formation qui a terminé à 2. Ils ont terminé qu'à 2 personnes pour être brevetés cette année-là. Hyper intense, c'est très très physique tout le long pendant ces 5 mois, ou il y a des moments quand même où on peut se régénérer? Non, c'est vraiment donc les 5 mois de sélection, c'est vraiment physique, hein. Le but du jeu, c'est de vous pousser au maximum physiquement, psychologiquement et mentalement. Donc là, on est vraiment sur de la sélection. Donc il faut ce qu'on montre, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Il y a une partie apprentissage, mais on est vraiment sur
sur de la sélection. On a un stage qui va durer un mois sur le terrain. On est en trou de combat et puis en basse guérilla, et on va passer un mois sur le terrain à faire de la formation FETA, hein, la formation basique infanterie. C'est suivi par un raid on a fait une semaine de raid, on a dû faire un peu plus d'une centaine de kilomètres sur ce raid où on marchait que de nuit et on avait instruction le jour. Donc voilà, on est vraiment poussé dans nos retranchements pour aller le plus loin possible et montrer que on sera capable ensuite de pouvoir opérer dans ce qu'on appelle en moyen dégradé, ce qui est la spécialité du service action. Quand tu commences la formation et que tu découvres au fur et à mesure ou la sélection et la formation, tu as confiance dans le fait que tu vas en sortir, que tu vas réussir, ou il y a des moments de doute? Alors non, j'ai confiance. Puis je suis là pour ça, je l'ai voulu, et voilà, j'arrive assez préparé. Et puis j'ai quand même cette expérience de la marine qui va m'aider, puisqu'on est quand même dans la marine, dans une école qui recherche l'excellence. Et donc de toujours se pousser. Donc j'avais tutoyé un tout petit peu le début du BE qui est quand même assez dur. Donc ça m'a vraiment servi. Après des moments difficiles, il y en a eu. Il y a un moment où je me souviens lors d'un raid dans les Pyrénées où on s'était trompé en topo, et donc on devait arriver au petit matin sur l'objectif, et en fait on était à des kilomètres au petit matin. On a dormi sur un versant, je m'étais calé sur un arbre pour pas dévaler dans la pente, tellement c'était le seul moment où on pouvait la seule façon de pas tomber au fond du Talweg. Et puis on est reparti, on a marché. Alors il y avait plus d'esprit de manœuvre, là on a marché pendant des heures encore, et je me souviens, j'ai failli craquer, je me suis posé, j'ai dit j'en ai marre, je me suis posé, je me suis assis sur mon sac et j'ai dit ouais c'est bon, moi là j'arrête. Et j'étais pas le dernier de la colonne, et j'ai un camarade qui est passé à côté de moi et qui lui a continué à marcher en mode zombie, hein, en mode automatique, et il est passé à côté de moi, je pense pas qu'il m'ait vu, et je me suis dit attends, si lui il peut le faire, moi je peux le faire. J'ai repris mon sac et je suis remonté. Mais voilà le type d'épreuve à laquelle on a été soumis, et vraiment on a vraiment été poussé pendant 5 mois au maximum de nos capacités physiques et mentales. Je comprends, on entend que c'est dur physiquement, moralement, mais est-ce que les instructeurs ils sont dans quel mode pédagogique? Il y a de la pédagogie sur les cours. Par contre, le but du jeu, c'est vraiment de nous pousser. Donc nous, on était après 2 mois, on était plus que 6, et il y avait 7 instructeurs. Donc eux, ils pouvaient dormir toutes les nuits, alors que nous, on sortait toutes les nuits. On avait des marches topo pratiquement toutes les nuits, des exercices pratiquement toutes les nuits. Je me souviens d'une fois être entré d'une marche topo un samedi soir, enfin dans la nuit d'un samedi à dimanche à 2h du matin, d'avoir sorti mon classeur, surtout l'équipement et l'armement soviétique, parce qu'on avait une évaluation sur les armes du pacte de Varsovie le lendemain matin, le dimanche à 9h. Voilà, donc le type d'exercice par lequel on est passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sans déflorer des secrets? Qu'est-ce que tu peux nous dire ensuite de cette affectation que tu as eue donc lorsque tu arrives en commando après cette formation, cette sélection? Donc à l'époque, quand j'arrive en commando, tout de suite on part sur des exercices qui vont nous servir opérationnellement. Donc sans dévoiler de secrets, hein. On a fait un premier exercice de cohésion. Donc à l'époque il y avait 3 commandos qui opéraient de manière indépendante, mais on s'était rendu compte, notamment lors de l'opération d'Ouvéa, qu'on avait besoin de spécificités particulières, et on était allé chercher ces spécificités à l'extérieur. Il y a des gens du 17e RGP qui avaient participé à cette opération, il y a des gens du BER qui étaient venus participer à cette opération, plus les gens du GGN qui étaient là à la base. Et donc on s'est dit que si on avait besoin de faire une opération de ce type-là, mais en totale autonomie, il fallait que chacun acquiert les techniques qui nous avaient manqué. Et donc on a fait un exercice intercommando sur l'utilisation des armes d'appui, donc le 106 sans recul, le Milan, le mortier, voilà, pour pouvoir être autonome avec des armes qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser au sein des unités du SA. Ça veut dire que il y avait eu
ce qui s'était passé à Ouvéa, donc en Nouvelle-Calédonie, qui était une intervention quand même qui était un petit peu hors norme, mais qui préfigurait finalement un petit peu des choses qu'on a pu voir par la suite dans les années 2000 avec des prises d'otages un peu plus massives. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont pu en être tirés et que ça a été mis en application donc au sein de l'USA aussi. Oui, absolument. En fait, donc le GIGN avait demandé au USA un renfort puisqu'ils opéraient dans un terrain qui n'était pas le leur habituel, hein, puisqu'on était en jungle sur une île. Donc c'est pour ça qu'ils avaient demandé un renfort du USA. Et puis voilà, nous on s'est rendu compte que la libération d'otages, l'opération police ou dans un terrain compliqué avec une forte connotation politique faisait partie des choses auxquelles on n'était pas forcément habitué, et donc il fallait aussi travailler cet aspect opérationnel. Dans cette première affectation dans ce commando, tu es sorti de formation, mais en fait c'est pas vraiment la fin de la formation véritablement. Non, on est toujours en formation, hein, c'est tous les militaires le savent, tout au long de sa carrière on continue à se former. Donc quand on arrive en commando, les instructeurs ont estimé qu'on était opérationnel, mais on continue la formation tout au long. Donc il y a pour moi ce premier stage en armes collectives, en armes d'appui. Dans la foulée, on prépare la guerre du Golfe, puisque on est sur la première guerre du Golfe qui a démarré en août 90 avec l'invasion du Koweït par l'Irak. Et d'ailleurs, pendant la formation, on espérait tous que la guerre démarre pas trop tôt, puisque nous, on était encore en formation, on se dit mince, va y avoir une guerre mondiale et on va la louper. Et donc finalement, les combats ne commencent qu'en janvier 91, donc on pensait pouvoir y participer, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Et dans la foulée, je suis envoyé sur un stage en perfectionnement en explosifs, et donc je vais faire deux mois supplémentaires de formation pour parfaire ma connaissance et ma maîtrise des explosifs. Petite question, tu parles et t'es pas le premier à dire ça, c'est le fait que t'étais là pour ça, il y a cette guerre du Golfe qui est en train de se déclencher, pourvu qu'elle commence pas trop tôt pour que justement tu puisses être prêt pour y aller. Donc sur le moment, tu te sens prêt, j'imagine, donc mais tu viens de sortir de formation. Avec du recul aujourd'hui, quand tu te regardes à l'époque, est-ce que tu te dis que tu étais véritablement prêt ou pas? Alors oui, j'étais prêt à mon niveau. À l'époque, j'étais juste opérateur, hein, j'étais un simple soldat dans un commando encadré par des sous-officiers et des officiers. Donc à l'époque, à mon niveau, j'étais prêt. Et d'ailleurs, j'ai une discussion avec un camarade qui malheureusement est décédé depuis, et qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué tout au long de ma carrière et qui continue encore aujourd'hui. Donc lui, lors de sa première opération, juste avant l'assaut, il s'est dit, ben voilà, maintenant c'est le moment de restituer tout ce qu'on m'a appris. Et donc voilà, à ce moment-là, je me dis, bah oui, est-ce que je suis capable de restituer ce que j'ai appris pendant cette année de formation? Et je pensais qu'à l'époque, oui, j'étais prêt à mon niveau à faire ce qu'on attendait de moi. J'ose espérer que j'étais prêt, ce qui veut dire que ça aurait validé la sélection et la formation. J'aurais été prêt en tant que jeune soldat, et j'aurais découvert les opérations que j'ai fait par la suite, voilà, m'ont renforcé dans ma conviction que effectivement l'instruction que j'avais reçue, et j'en ai toujours remercié mes instructeurs. J'ai eu la chance de remercier un de mes instructeurs par la suite, en disant que si j'étais encore en vie, c'était en partie grâce à lui. Je pense qu'à l'époque, oui, j'aurais été encore un peu jeune et naïf, mais j'étais prêt à faire ce qu'on aurait exigé de moi, ou attendu de moi. Dans ce commando qui est très très spécial, vraiment dans le service action, c'est quoi le type de management qu'il y a à l'époque, en fait, si tu t'en souviens? Enfin, alors il y a deux choses. Il y a tout d'abord une grande liberté de manœuvre. Autant pendant la sélection, là, c'est très 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 compliqué. Et ensuite, quand on est sur les stages de formation, là où on est là pour apprendre. Donc si on a une sortie de nuit, on est au courant que la sortie de nuit va se faire, hein. On n'arrive pas à 2h du matin en disant ça y est, vous prenez vos affaires, on s'en va. Donc là, on prépare tout. On est là pour former des opérateurs. Et donc, même si le rythme est très soutenu,
puisque on vous prépare au rythme que vous allez pouvoir rencontrer quand vous serez opérationnel en commando. Là, on est vraiment considéré comme quelqu'un qui a sa place et qui est là pour apprendre. Donc et ensuite en commando, on va avoir donc cette continuité où on a dans l'armée la fonction prime sur le grade, où on va essayer de toujours favoriser la personne qui sait le mieux. Moi, je me suis retrouvé en tant que jeune caporal à l'issue de mon stage explo, justement, à faire de l'instruction aux gens de mon commando, donc officiers compris, quoi. Donc voilà, ça fait partie, c'est quelque chose qui se faisait très régulièrement, où les gens qui avaient acquis une certaine technique ou une certaine expérience la partageaient avec les autres. Et puis ensuite, c'est le commandement par l'exemple. Je me souviens quand j'étais en formation, on était au stage franchissement et on devait franchir une coupure humide avec une technique particulière, et c'est le commandant en second lui-même qui était venu nous faire le cours, alors qu'à l'époque il préparait l'école de guerre, donc il était commandant en second, lieutenant-colonel, commandant à l'époque, il préparait l'école de guerre, et c'est lui qui est venu nous faire le cours. Et là on s'est dit ouais, ok, là on a des chefs retaille. Si on part avec eux, voilà, on a envie de les suivre, parce que c'est pas juste des gens qui sont dans un bureau qu'on croise régulièrement dans les bureaux. Non, c'est des gens qui continuent à se maintenir et qui ont une vraie connaissance et une vraie compétence opérationnelle. Est-ce que il y a des gens que tu croises et qui ont un charisme particulier à ce moment-là, en fait, qui inspirent peut-être plus confiance que d'autres? Oui, oui, t'en as certains. T'as des gens qui se sont illustrés sur des opérations auparavant. T'as mon camarade donc Denis Alex, malheureusement décédé depuis, voilà, celui qui m'a dit c'est le moment de restituer ce que t'as appris. Voilà, il y a certaines personnalités, des gens qui rentrent de mission, sachant que donc dans nos unités particulières, quand quelqu'un part en mission, on lui demande pas où il va, et quand il revient, on lui demande pas où il était, et lui n'en parle pas. Donc voilà, on les voit se préparer. Moi, j'ai partagé ma chambre avec plusieurs camarades qui partaient en mission, et j'ai jamais su où est-ce qu'ils étaient allés. Mais voilà, on voit que quand ils rentrent, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire. Il y a juste sur les stages où on partage, puisque là on y va pour en fait former quelqu'un, mais qui va apporter au collectif. Donc ouais, il y a quelques figures, qui sortent du lot, absolument. Et tu parles du retour d'expérience. C'est vrai que ça paraît pour des gens qui sont extérieurs à tout ça paraît un peu compliqué on sait pas où va la personne, on peut pas lui poser la question, on peut pas lui demander où elle a été lorsque cette personne revient de mission. Mais cette personne, elle a acquis une nouvelle expérience qui va être intéressante pour le reste. Donc on arrive comme ça en fait à transposer, à partager de l'expérience, même si il y a toute une partie qu'on peut pas révéler. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on sait à peu près sur quel théâtre d'opération, hein, s'il était au Moyen-Orient, s'il était en Afrique, s'il était en désert ou s'il était en jungle. Donc ça, on va pouvoir partager cette expérience, et puis ça fait aussi partie de notre type de formation. Par exemple, on a des cursus où on est censé pouvoir former des gens qui parlent pas la même langue que vous. Donc on apprend certaines techniques clandestines, comme faisait la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, où sur des rendez-vous clandestins, on va apprendre à quelqu'un dans les toilettes d'un café public par exemple à utiliser et à démonter une arme sans pouvoir échanger un seul mot, puisque la personne ne parle pas la même langue que vous. Donc toi, tu as, comme tu disais il y a un instant, en fait, t'es caporal. Et donc c'est un grade qui est peu élevé dans la hiérarchie militaire. Est-ce que il y a, au point de vue, dans les détachements qui peuvent partir en mission, à chaque fois il y a un chef de détachement, où est-ce que un caporal peut partir en fait de seul en mission, où il est systématiquement avec un binôme, avec quelqu'un qui va être plus gradé que lui? Non, pas forcément. On a des caporaux-chefs qui vont partir tout seuls. On a un caporal-chef qui va partir avec un sergent, un caporal-chef qui va partir avec un lieutenant ou un capitaine. On a vraiment voilà ce type de mission. À l'époque, il y a très peu de missions où on est nombreux. Moi, je sais que à l'époque, le plus gros exercice que j'ai fait, on était 18. Mais la plupart du temps, comme on part en clandestinité ou en semi-clandestinité, voilà, on est sur des détachements de 1, 2, 4 personnes maximum.
Et ce qui veut dire qu'il y a quand même donc sur les épaules d'un caporal, la caporal chef, il y a quand même une responsabilité particulière qui qu'on retrouve peut-être pas forcément dans les autres unités équivalentes. Tout à fait, c'est pour ça que la formation est vraiment poussée. Moi je me souviens à l'époque lors du stage topo, on travaillait sur des chevelus et j'avais des copains qui étaient à Saint-Cyr à l'époque, et quand je leur disais que nous, simples soldats, on travaillait sur des chevelus, ça les faisait, ça les étonnait parce qu'ils disaient, mais attends, mais ça c'est pas du niveau soldat, quoi. Alors, le chevelu étant, un calque qu'on met sur une carte et on relève les points les plus hauts, donc les lignes de crête et les points les plus bas, les lignes de Talweg, qui vous permet de lire très rapidement la physionomie du terrain. C'était intéressant de préciser ce que c'était qu'un chevelu. Comme tu disais, il y a cette période en fait pendant laquelle tu es dans ce commando où il y a la guerre du Golfe qui se dessine et qu'est-ce qui se passe donc à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, nous, on espère partir, hein, comme tout le monde. On s'est préparé, on a fait une grosse préparation sur le combat NBC notamment, puisque les Irakiens étaient réputés pour utiliser des armes chimiques comme les Syriens. Et moi, j'ai la particularité de parler couramment anglais. Déjà à l'époque grâce à mes parents, que je remercie, et donc je me retrouve en Salle-Laurence à suivre les informations de CNN qui diffusent la guerre en direct, et donc à traduire tout ce qui se passe. Voilà, donc ma guerre du Golfe, ça a été ça. Donc c'est pas vraiment pour ça que je m'étais engagé. Donc effectivement, voilà, petit point de déception en arrivant en commando après autant d'efforts, de me retrouver à suivre une guerre à la télé et traduire les différentes informations transmises par les reporters américains. Donc, en fait, le risque d'un investissement très fort dans quelque chose qui est sélectif, qui est difficile, qui nécessite beaucoup d'engagement. Le risque, effectivement, après, c'est de devenir exigeant, quoi, d'abord d'attendre de pouvoir partir dans des missions peut-être un petit peu rêvées, quoi, à l'époque. Oui, tout à fait. Et puis, que ça corresponde, ce que tu fais correspond au sens que tu as donné à ton engagement. Donc, à l'époque, voilà, je me suis engagé dans une unité opérationnelle pour faire de l'opérationnel. Donc, même si ma petite contribution a peut-être servi, mais voilà, c'était pas comme ça que je voyais mon implication dans la guerre du Golfe. Donc, déception, quelle leçon tu en tires? J'en tire que finalement on maîtrise pas, quand on est un simple soldat, on maîtrise pas, mais même sous-officier, on maîtrise pas totalement les missions et ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, j'essaye d'en tirer du positif. Ça m'a permis de continuer à améliorer mon anglais, mais voilà, j'ai un peu déception, et puis j'attends juste la suite pour pouvoir rebondir rapidement. Et est-ce que à ce moment-là, l'encadrement, les officiers, les sous-officiers sont capables de redonner un petit peu de sens, d'expliquer que ce sont des choses qui arrivent, que on part pas sur toutes les missions? Oui, alors là, ça a été effectivement pour eux, ça a été un petit peu compliqué parce que personne comprenait pourquoi on partait pas, puisqu'il y a quand même pas mal d'unités qui sont parties. On nous a donné quelques explications plus ou moins plausibles, mais c'est vrai que pour le commandement et la hiérarchie à l'époque, ça a été très compliqué de pouvoir garder la motivation des gens, alors que voilà, je me souviens, moi, j'étais encore à l'instruction, donc c'est tout début août, l'invasion du Koweït par l'Irak. Et on avait une unité qui était spécialisée dans le combat des airs. Ils sont revenus tout de suite, ils ont préparé matériel. On avait repeint tous les véhicules désert. À l'époque, on n'avait pas de camouflage désert, donc on avait acheté des uniformes américains, des uniformes petits pois là, désert américain, parce que donc comme l'armée française n'avait plus de camouflage désert, on s'était tout de suite équipé en américain pour pouvoir partir. Donc il y avait un gros investissement qui avait été fait pour cette guerre, et effectivement ça a servi à juste renforcer nos capacités, puisqu'on s'est entraîné, mais je me souviens d'entraînement au camp de Sissonne par moins 15 et 40 cm de neige en camouflage désert, puis finalement voilà, ça en est resté juste à la phase d'entraînement, quoi. Donc t'es quand même déçu par effectivement cette opération qui est loupée, en fait, sur laquelle tu ne vas pas, et personne de ton unité ne va. Hein. Oui, absolument. On est très peu. Il y a très peu de gens qui sont partis, donc ouais, on est pas mal
à être un peu déçu de ne pas avoir pu participer. Et puis, mais on rebondit tout de suite parce que il y a l'entraînement, hein, donc dans la foulée, on rattaque un stage de tir, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on repart sur de l'opérationnel. Donc voilà, on rebondit, mais c'est vrai que ça a été une grosse déception de mon engagement au CEGS à l'époque. Est-ce que c'est une déception au point où tu prends une décision importante à ce moment-là? Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, on est sur une période creuse politiquement où il y a moins d'activités. La plupart des autres unités après cette guerre en fait sont juste parties en tournante, que ce soit les commandos marines à Djibouti ou d'autres unités, voilà, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où il se passe pas grand-chose. En plus, comme on n'a pas beaucoup de missions, c'est un petit peu souvent les mêmes qui partent, voire même très souvent les mêmes qui partent. Donc à ce moment-là, je me dis que l'avenir proche est peut-être un peu bouché et que bon, je suis encore jeune, je suis encore fougueux, hein, donc T'as quel âge là? j'ai 23 ans. J'ai 24 ans, ouais, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans, donc je me dis que voilà, il y a peut-être autre chose à aller découvrir autre part. On est plusieurs à pas être très très content et à avoir encore ce ressenti de la guerre du Golfe à laquelle on n'a pas participé. Et donc le commandement nous offre l'opportunité de pouvoir partir pour ceux qui veulent partir. Donc je décide de rompre mon contrat et de quitter l'armée en fin 91.